Bonjour mes amis et bienvenue. L'histoire que je partage avec vous aujourd'hui est celle de Françoise. C'est un récit qui commence pendant les fêtes de Noël, un moment censé être rempli de chaleur, mais qui pour elle a révélé une trahison plus froide que l'hiver. C'est une histoire sur la valeur que l'on nous accorde et sur la force que l'on trouve quand on décide de ne plus être sous-estimé. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Car ce que Françoise a reçu ce Noël-là, ce fut un rappel plus clair que n'importe quel diamant que dans sa propre famille elle avait été déclassée. Le collier en diamant captait la lumière comme s'il avait attendu ce moment toute l'année. Une valeur de 15 000 € de scintillement pendait au cou de Sophie, tandis qu'elle poussait des cris aigus comme si on venait de lui offrir les joyaux de la couronne. Marc se tenait là souriant, le torse bombé, s'imprégnant de la lueur du ravissement de sa femme. « Mon mari sait comment traiter une femme », roucoula Sophie tournant la tête de ci de là, pour que chaque appareil photo dans la pièce puisse capturer l'éclat de son nouveau trésor. Elle orientait déjà son téléphone vers le sapin pour un selfie. Ses doigts fraîchement manucurés se posaient juste comme il faut sur le fermoir. Je savais avant même que le flash ne se déclenche que la photo serait publiée en ligne avant que le papier cadeau n'ait touché le sol. J'observais depuis le coin du canapé, un sourire figé sur le visage, les mains sagement croisées sur mes genoux. Une mère apprend à cacher la blessure. Nous nous y entraînons, comme certaines femmes s'entraînent au piano chaque jour, jusqu'à ce que les notes viennent automatiquement. Puis ce fut mon tour. Marc s'est tourné vers moi, presque après coup, attrapant un sac derrière le canapé. Pas de ruban, pas de nœud, juste un papier glacé avec un ticket de caisse froissé au fond. Il me l'a tendu avec l'air distrait d'un homme qui avait déjà donné le meilleur de lui-même. À l'intérieur se trouvait une écharpe, en laine grise, le genre qu'on trouve jeté sur le portant des soldes près de la caisse. Sophie s'est penchée, y a jeté un coup d'œil et a haussé les épaules avant de la repousser dans le sac. « Oh, ça te tiendra chaud, j'imagine », dit-elle, avant de reporter son attention sur son collier de diamants. Marc n'a pas remarqué mon silence, ou s'il l'a fait, il l'a pris pour de la gratitude. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de quelque chose de douillet, maman », dit-il déjà à moitié retourné vers Sophie, qui était occupée à ajuster le pendentif pour que le diamant tombe juste au creux de sa gorge. Douillet, c'est le mot qu'il a utilisé après que j'ai passé 35 ans à l'élever, à soigner ses genoux écorchés, à faire des doubles journées pour qu'il puisse aller à l'université à couvrir son premier versement hypothécaire quand lui et Sophie étaient dépassés. Douillet. J'ai souri parce que c'est ce que font les mères. Nous sourions pendant que nos cœurs se fissurent. Nous sourions quand les cadeaux sont des miettes, tandis que les bijoux vont à quelqu'un d'autre. Le reste de la soirée s'est estompé dans un brouillard de rires et de tintements de verre. Sophie a déballé du parfum des sacs à main des chaussures. Marc servait le vin, buvait chacune de ses paroles, l'appelant « ma chérie », avec une douceur que je ne lui avais pas entendue depuis des années. Quand il me parlait, c'était pratique sec. « Maman, tu peux passer le pain ?»« Maman, tu as apporté la bûche ?» Comme si j'étais l'employé de maison qui s'était égaré sur les photos de famille par erreur. L'écharpe me grattait la peau quand je l'ai essayée. Sa laine rêche me brûlait comme une marque au fer rouge. Je l'ai pliée soigneusement, les mise de côté, et je me suis demandé si quelqu'un remarquerait si je disparaissais simplement dans le froid. Ils ne l'ont pas fait. Quand la vaisselle a été débarrassée et que Sophie paradait dans le salon montrant le collier aux collègues de Marc qui étaient passés, j'ai enfilé mon manteau. Personne n'a demandé où j'allais. Personne ne m'a suivi jusqu'à la porte. Dehors, la nuit était vive. L'air était si froid qu'il me piquait les poumons. Les lumières de Noël clignotaient joyeusement sur chaque porche. J'ai marché seule jusqu'à ma voiture, l'écharpe serrée dans une main, les clés dans l'autre. Alors que le moteur démarrait, j'ai jeté un regard en arrière vers les fenêtres illuminées. À l'intérieur, le rire de mon fils se propageait, dans la nuit se mêlant aux cris de joie de Sophie. Pour eux, c'était le Noël parfait. Pour moi, c'était le message le plus clair que j'ai jamais reçu. J'ai passé une vitesse, la mâchoire serrée. Ils pensaient m'avoir fait un cadeau. Ce qu'ils m'avaient donné, c'était la clarté. À la maison, j'ai posé l'écharpe sur le comptoir, à côté de la bûche de Noël que Sophie avait refusé de servir, parce qu'elle ne correspondait pas à l'esthétique. Tous deux étaient là, intacts, non désirés. Je les ai fixés, jusqu'à ce que ma poitrine cesse de me faire mal,
et que quelque chose de plus froid, de plus aigu prenne racine. Si vous avez déjà été sous-estimé, si vous avez déjà été mis de côté, comme si vos années de sacrifice ne signifiaient rien, vous comprendrez ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ce n'était plus du chagrin. C'était de la résolution. J'ai éteint la lumière de la cuisine et j'ai monté les escaliers, la maison silencieuse autour de moi. Je savais que je ne dormirais pas. Pas avec la démangeaison de cette écharpe qui me brûlait encore la peau. Et je ne me suis pas trompée. Je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, je suis restée éveillée, ressassant chaque instant, chaque affront, chaque sourire narquois de Sophie, chaque haussement d'épaule dédaigneux de Marc. À l'aube, une pensée pulsait en moi au rythme régulier du tic-tac de l'horloge sur mon mur. Ils pensaient pouvoir me donner des miettes et que je resterais silencieuse. Mais au matin, leur petit monde parfait commencerait à s'effondrer. La maison était trop silencieuse quand je suis rentrée cette nuit-là. C'est drôle comme le silence peut être plus fort que le rire quand il est teinté de déception. J'ai suspendu mon manteau posé l'écharpe, en laine, sur le comptoir, à côté de la bûche intacte, et je me suis préparé une tasse de thé dont je n'avais même pas envie. La vapeur a embué mes lunettes alors que j'étais assise à la table de la cuisine à ne rien regarder. On pourrait penser qu'après toutes ces années, j'y serais habituée. Les petites humiliations, les regards de travers, la façon dont Sophie me faisait clairement comprendre que j'étais plus une invitée qu'une mère dans la vie de mon propre fils. Mais le collier, le collier était différent. Cette chaîne scintillante autour de son cou n'était pas seulement un bijou. C'était une déclaration. Un drapeau de diamant planté en plein milieu de ma famille. J'ai pensé aux années où Marc était petit, où ses matins de Noël étaient faits de sacrifices. Des doubles gardes à l'hôpital. Une deuxième hypothèque à laquelle nous avons à peine survécu, son père et moi emballant tranquillement des jouets que nous avions achetés avec l'argent des courses. Il ne l'a jamais su. Nous ne le lui avons jamais dit. Nous voulions qu'il croie en la magie, pas aux factures en retard. Et nous en étions là. Toutes mes années de magie réduites à une écharpe avec encore l'étiquette dessus. J'ai repoussé le thé. Amer, trop amer même pour moi. J'ai pris mon sac pour le ranger dans le placard, et c'est là que je l'ai remarqué. Plus lourd que d'habitude. Étrange. Je l'ai posé, et j'ai fouillé à l'intérieur, déplaçant mes clés, mon portefeuille, un mouchoir froissé, puis je me suis figée. Là, au fond, se trouvait un dossier que je ne reconnaissais pas, mince avec un coin qui dépassait comme s'il avait été inséré à la hâte. Je n'avais pas mis ça là. Je l'ai sorti, le cœur battant contre mes côtes. La couverture était vierge, mais à l'intérieur, il y avait mon nom. Au début, j'ai cru que c'était un courrier publicitaire ou une erreur de la banque. Mais non, le document était clair, tapé proprement à l'encre noire. Procuration, mon nom signé en bas. Sauf que ce n'était pas ma signature. Pas vraiment. Assez proche pour tromper quelqu'un qui ne me connaissait pas. Mais je savais que les boucles du F n'étaient pas les bonnes. Le point sur le I était un cercle. Je n'ai jamais fait de cercle sur mes I. C'était un faux, tout simplement. Mes mains tremblaient en tournant la page. Le nom de Sophie était là, en gras listé, comme mandataire désigné. En d'autres termes, le contrôle sur tout ce que je possédais. Ma maison, mes économies, la pension de mon défunt mari. L'écharpe me gratta de nouveau la gorge. Pendant une longue minute, je suis restée assise à fixer le papier. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. Le réfrigérateur bourdonnait. Mon thé a refroidi. Il ne s'agissait pas de diamants ou d'écharpes. Il ne s'agissait pas de favoritisme familial ou de publication sur Instagram. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle. Elle ne se contentait pas de l'argent de Marc. Non, elle avait les yeux sur le mien. J'ai repensé aux petites remarques qu'elle avait faites au fil des mois, inoffensives à l'époque. Je les avais ignorées. Cette maison est si grande pour une seule personne, tu ne trouves pas. La planification successorale est importante. Tu ne voudrais pas que l'État prenne les décisions à ta place. Marc et moi voulons juste nous assurer qu'on s'occupe bien de toi. Qu'on s'occupe bien de moi, n'est-ce pas? Comme un cheval qu'on mène au pâturage avant de l'abattre. Mes doigts se sont resserrés sur le dossier. La rage pulsa en moi comme la chaleur d'une fournaise. Mais sous cela, quelque chose de plus aigu. La clarté. Si Sophie pensait qu'elle pouvait m'effacer avec une fausse signature,
Elle était plus sotte que je ne le pensais. J'ai glissé le papier dans le dossier, je l'ai emporté dans ma chambre et je l'ai posé à plat sur mon bureau. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai pris des photos. Chaque page, chaque lettre contrefaite. La preuve. Car s'il y a une chose que j'ai apprise en 70 ans, c'est celle-ci n'affrontait jamais un serpent les mains vides. J'ai verrouillé le dossier dans le tiroir de mon bureau. En bas, je me suis de nouveau assise à table, l'écharpe toujours sur le comptoir à côté de la bûche. Tous deux, non désirés, tous deux symboles de la place que j'occupais dans la vie de Marc. Mais pas pour longtemps. Si vous avez déjà élevé un enfant, vous êtes sacrifié pour lui avez donné chaque parcelle de vous-même pour ensuite le regarder, tout donner à quelqu'un d'autre, alors vous comprendrez l'acier qui s'est installé en moi cette nuit-là. Je n'étais plus seulement une mère, j'étais une adversaire. Et Sophie n'avait aucune idée de la partie qu'elle venait de commencer. Le sommeil n'est jamais venu cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette signature, mon nom tordu par la main d'une étrangère. Je suis restée dans le noir à fixer le plafond écoutant le tic-tac de l'horloge. Chaque seconde murmurait la même vérité. Sophie n'était pas seulement méprisante, elle était dangereuse. À l'aube, j'avais pris ma décision. Je ne pouvais pas porter cela seule. J'ai ressorti le dossier, j'ai feuilleté les pages lentement, laissant les lignes contrefaites se graver dans ma mémoire. L'écriture de Sophie se détachait dans de petites notes griffonnées dans les marges. Vérifier notaire. Marc en backup. Insouciante comme si elle pensait que personne ne le verrait jamais. Cette arrogance serait sa perte. Après le petit déjeuner, j'ai passé un appel que je n'aurais jamais pensé faire. Pas à Marc. Certainement pas à Sophie. J'ai composé un numéro que je gardais dans mon carnet d'adresses depuis des années. Franck Didier, un ancien policier devenu détective privé. Je l'avais rencontré une fois lors d'une kermesse paroissiale. Il avait aidé une de mes amies à retrouver un escroc qui avait vidé ses économies. Je me souvenais de l'acier dans sa poignée de main, le genre d'homme qui se comportait encore comme s'il avait un insigne même à la retraite. Il a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était graveleuse et patiente. Enquête Didier. Franck, c'est Françoise Dubois. Nous nous sommes rencontrés il y a des années à Saint-Martin. J'ai besoin de votre aide. Il y eut une pause puis un changement de ton. Professionnel alerte. Dites-moi ce qui se passe. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé du collier de Noël, de l'écharpe du dossier oublié. Je lui ai parlé de la fausse signature de la procuration, avec le nom de Sophie en lettres grasses. Quand j'ai terminé, il y eut un silence. Puis Franck a expiré entre ses dents. Ce n'est pas anodin, Françoise. Falsifier une procuration, c'est grave. Si c'est vrai, elle essaie de vous dépouiller de tout ce que vous avez. Je sais, ai-je murmuré. C'est pour ça que je vous ai appelé. J'ai besoin de preuves. De vraies preuves. Quelque chose que Marc ne pourra pas ignorer même avec ses œillères. Il a accepté de me rencontrer à son bureau cet après-midi-là. J'ai fait des copies des papiers, je les ai glissés dans une enveloppe neutre et je l'ai mise sous mon bras. En conduisant dans les rues grises de décembre, je n'arrêtais pas de me remémorer les paroles de Sophie au cours de l'année passée. Nous voulons juste nous assurer que tu es à l'aise, Françoise. Tu n'as pas à t'inquiéter des factures, des mensonges enrobés de miel. Elle n'avait pas l'intention de prendre soin de moi. Elle avait l'intention de m'effacer. Le bureau de Franck était une pièce sombre au-dessus d'un café-tabac. Les murs sentaient légèrement la fumée froide et le café. Il était assis derrière un bureau cabossé, un carnet ouvert, le regard fixe. Je lui ai tendu l'enveloppe. « Dites-moi qui elle est », ai-je dit simplement. Il a parcouru les copies, son front se plissant de plus en plus à chaque page. Quand il a relevé les yeux, il n'y avait pas de pitié dans son regard, seulement de la résolution. Je vais creuser. Si elle a des choses à cacher, je les trouverai. Et il a creusé. Les jours qui ont suivi ont semblé interminables. Je faisais mes activités habituelles, les courses, le paiement des factures tricotant, une écharpe que je ne voulais pas, tandis que celle que Marc m'avait offerte restait intacte sur le comptoir témoin silencieux. Je vérifiais mon téléphone constamment, attendant l'appel de Franck. Il est arrivé 4 jours plus tard. Sa voix était sèche, portant le poids de ce qu'il avait découvert. « Françoise, vous feriez mieux de vous asseoir. » Il a tout déballé. Des années plus tôt,
Sophie avait été liée à une affaire de fraude dans une autre région. Elle avait travaillé pour une société financière où des clients âgés perdaient mystérieusement de l'argent. Les charges avaient été abandonnées. Manque de preuves, avocat habile. Mais son nom figurait dans les dossiers. Un ancien employeur l'avait accusé d'avoir emprunté des fonds. L'affaire avait été réglée à l'amiable étouffée. Le plus accablant, c'était ses habitudes. Elle ciblait toujours des personnes plus âgées qu'elle. Charmante manipulatrice, puis prenant discrètement le contrôle. Franck m'a envoyé les documents par courriel, les dossiers du tribunal, même quelques photos de Sophie avec des associés que je ne reconnaissais pas. En les parcourant, mon estomac s'est noué, mais pas de peur, de justification. Ce n'était pas de la jalousie. Ce n'était pas une vieille femme amère pleine de ressentiment envers sa belle-fille. C'était la vérité. Et la vérité était l'arme la plus tranchante que j'avais. Cette nuit-là, je me suis assise à la table de ma cuisine. Les preuves étalées devant moi, le brouillon de la procuration falsifié, les dossiers du tribunal, le rapport du détective. J'ai pris une simple boîte en carton, dans le placard, le genre que j'utilisais pour ranger les vieilles décorations de Noël. Un par un, j'ai glissé les papiers à l'intérieur. Pas de ruban, pas de nœud, juste la vérité emballée dans du carton. Je n'allais pas crier, je n'allais pas supplier. J'allais laisser Sophie déballer sa propre chute. J'ai fermé la boîte, les scellés avec du ruban adhésif et les posés près de la porte. Au matin, elle attendrait sur son porche. Le matin est arrivé froid et gris, le genre de lumière d'hiver qui donne à tout un air délavé. J'ai porté la boîte jusqu'à ma voiture, comme s'il s'agissait d'une course ordinaire. Je l'ai posée sur le siège passager et j'ai longé des maisons qui scintillaient encore de la joie de Noël passé. Chez Marc et Sophie, je me suis garée au bout de la rue. La rue était calme. Leur porche était drapé de guirlandes. Des nœuds pendaient mollement maintenant que les fêtes étaient terminées. J'ai marché rapidement, j'ai posé la boîte bien en évidence devant leur porte. Et j'ai frappé une fois, assez fort pour résonner, assez doucement pour paraître anodin. Puis j'ai fait demi-tour et j'ai redescendu les marches, la tête haute, le cœur battant. Au moment où j'ai atteint ma voiture, j'ai entendu la porte grincer en s'ouvrant. Je n'ai pas eu besoin de regarder en arrière. Plus tard, alors que j'étais assise à ma table de cuisine avec une nouvelle cafetière, le téléphone a sonné. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Je savais qui c'était. Car de l'autre côté de la ville, Sophie avait trouvé la boîte. La sonnette a probablement capté son excitation, alors qu'elle se penchait arrachant le ruban adhésif avec des ongles encore peints en rouge festif. Elle a dû penser que c'était un autre colis d'un ami, un autre bibelot, à ajouter à sa collection croissante de luxe. Mais à la seconde où elle a vu les papiers à l'intérieur, son visage a dû se vider de toute couleur. Le cri a porté jusqu'au bout de la rue un hurlement aigu et perçant qui a fait que les voisins ont passé la tête par les rideaux et que les promeneurs de chiens se sont arrêtés en plein milieu de leur promenade. Marc a-t-elle hurlé. L'histoire m'est parvenue plus tard par des chuchotements. Les voisins ont dit qu'elle avait laissé tomber la boîte, son contenu se déversant sur le porche, les papiers s'étalant comme un jeu de cartes, les photographies glissant dans la neige. Elle s'est précipitée pour les ramasser, ses mains tremblant si fort qu'elle a déchiré une page en deux. Marc s'est rué à ses côtés confus, demandant ce qui n'allait pas. Il s'est penché à ramasser une page, s'est figé, alors que ses yeux parcouraient les mots. Il a appelé son nom une fois, puis deux, la voix montant. Elle a essayé de la lui arracher. Ils se sont disputés sur le porche devant tout le quartier. Sophie pleurant Marc, criant les papiers volettant autour d'eux. Pendant tout ce temps, j'étais assise à ma table remuant du sucre dans mon café. Calme, presque sereine, je n'avais besoin ni de bijoux ni de parfum. Ce qu'il y avait dans cette boîte était bien plus lourd. Quelque chose que Sophie n'a jamais voulu que Marc voie. J'imaginais la façon dont ses mains tremblaient, la façon dont son image parfaite se fissurait devant tout le monde. Pour une fois, elle n'était pas l'épouse élégante avec le collier de diamants. Elle était juste une femme prise la main dans le sac. Et elle le savait. La voix de Marc a dû porter. Les voisins ont dit qu'ils avaient entendu sa colère résonner de l'autre côté de la rue. « Qu'est-ce que c'est que ça, Sophie ? D'où ça vient ?» Elle sanglotait, essayait d'expliquer, parlait d'une erreur, de vieux papiers de mensonges semés par quelqu'un qui la détestait. Mais Marc ne l'a pas cru. Pas cette fois. La boîte avait fait son travail. Le soir, mon téléphone s'est allumé avec son nom. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que la messagerie se déclenche.
Sa voix a rempli la cuisine tendue et suspicieuse. « Maman, il faut qu'on parle. Demain. Toi, moi et Sophie. Ne fais aucun projet. » J'ai effacé le message sans écouter le reste. Car ce que Marc ne comprenait pas encore, c'est que le temps des paroles était terminé. La boîte avait déjà parlé. Le lendemain matin, je pouvais presque sentir la tempête rouler vers moi. L'écharpe était toujours sur mon comptoir, un rappel de là où tout cela avait commencé. Je l'ai pliée, soigneusement les mise de côté, et j'ai attendu. Chez Marc, le chaos régnait. Sophie n'avait pas dormi. Je le savais sans avoir besoin de le voir. Les femmes comme elle prospèrent grâce au contrôle, et la boîte le lui avait arraché des mains. Je l'imaginais arpentant le salon dans son peignoir de soie, serrant les papiers contre sa poitrine, chuchotant des excuses à Marc. « Ce n'est pas ce que tu crois. Quelqu'un a monté ça de toutes pièces. C'est ta mère qui est derrière tout ça. » Elle est jalouse, Marc. Elle l'a toujours été. Mais Marc n'était pas stupide, juste aveugle. Il avait placé Sophie sur un piédestal si haut qu'il n'avait pas remarqué les fissures qui se formaient en dessous. Maintenant, les fissures s'élargissaient et il glissait. Les voisins m'ont dit plus tard qu'ils avaient entendu des cris à travers les murs ce matin-là, Marc exigeant des réponses, Sophie sanglotant. À un moment donné, il est sorti en trompe-téléphone, à la main, faisant les 100 pas sur le porche. À midi, mon propre téléphone a sonné. Son nom a illuminé l'écran. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Maman. Sa voix était sèche, tendue. Est-ce que tu as déposé quelque chose chez nous hier ? J'ai cligné des yeux en regardant ma tasse de café, gardant ma voix stable. Que veux-tu dire ? Il y avait une boîte sur le porche avec des papiers sur Sophie. J'ai laissé échapper un petit rire, le genre qui pourrait être pris pour de la confusion. Une boîte, Marc ? Je ne sais rien de tout ça. Silence au bout du fil. Je pouvais entendre Sophie en arrière-plan, sa voix tendue, frénétique, chuchotant comme si elle pouvait le diriger par la seule force de sa volonté. Maman a répété Marc plus lentement cette fois. Il y avait ton nom dessus. Ton nom était sur certains des papiers. Une procuration. Oh Marc, ai-je dit doucement. Tu me connais. Si quelqu'un me demandait de signer quelque chose comme ça, je viendrais te voir d'abord. Toujours. Cette partie était vraie. Et la vérité, lorsqu'elle est utilisée avec soin, peut couper plus profondément que les mensonges. Une autre pause. Je pouvais presque voir la guerre dans sa tête. La certitude calme de sa mère contre les dénégations stridentes de sa femme. Sophie a alors attrapé le téléphone, sa voix s'introduisant dans mon oreille comme du verre brisé. « Françoise, c'est malsain. Tu es obsédée par moi. Tu es contre moi depuis le premier jour. Tu as probablement fabriqué ces papiers toi-même juste pour me détruire. » J'ai éloigné le combiné de mon oreille, je l'ai fixé un long moment, puis je l'ai ramené. « Sophie, ai-je dit d'une voix égale, si tu penses que quiconque dans ce monde croit que je sais comment falsifier un document juridique, tu me donnes beaucoup trop de crédit. » Son hoquet fut sec, puis la ligne est devenue silencieuse. Je me suis adossée à ma chaise, souriant malgré moi. Ce soir-là, le téléphone a de nouveau sonné. Marc, cette fois son ton était dépouillé. « Il faut qu'on se parle. Demain. Toi, moi et Sophie chez toi. » J'ai accepté la voix douce, comme s'il ne s'agissait que d'un déjeuner. Quand j'ai raccroché, l'écharpe a attiré mon regard de l'autre côté du comptoir. Je l'ai prise, l'ai pressée entre mes mains. Rêche, bon marché, y réfléchit. C'est drôle comme quelque chose de si petit a pu déclencher un si grand incendie. Sophie pensait qu'elle pouvait jouer à des jeux avec de faux papiers et des secrets enfouis. Demain, elle apprendrait que j'avais déjà lu les règles et que je jouais pour gagner. L'après-midi suivant, on a frappé à l'heure pile. J'ai ouvert la porte pour trouver Marc, raide dans son manteau. Sophie s'accrochait à son bras comme une femme qui se noie. Son collier de diamants brillait toujours à son cou, mais son visage était pâle, ses yeux cernés par le manque de sommeil. « Maman ?» a dit Marc. Pas de câlin, pas de sourire, juste un mot sec, lourd, de tout ce qui n'avait pas été dit. « Entrez !» leur ai-je dit en m'écartant. Ils se sont assis à ma table de cuisine au même endroit où j'avais trouvé pour la première fois ce document falsifié. L'écharpe était pliée soigneusement sur le comptoir, un rappel silencieux de là où tout avait commencé. Pendant un moment, personne n'a parlé. Les mains de Marc se serraient et se desserraient sur la table.
Sophie a finalement rompu le silence. Ça a assez duré, lança-t-elle, la voix tremblant sous son ton cassant. Quel que soit le jeu auquel tu joues, Françoise, ça s'arrête maintenant. Cette boîte était pleine de mensonges, des mensonges fabriqués. Tu les as mis là pour monter Marc contre moi. J'ai croisé les mains devant moi et j'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Puis lentement, j'ai fait glisser un dossier sur la table. Sophie a tressailli, comme si c'était une arme chargée. Et si on commençait par ça, ai-je dit doucement, Marc l'a attrapé avant que Sophie ne le puisse sortant la première page. Ses yeux ont parcouru le texte et sa mâchoire s'est crispée. Une procuration, ai-je expliqué, rédigée à mon nom mais pas de ma main. Regarde bien, Marc. La signature est fausse. Tu le sais aussi bien que moi. Sophie a laissé échapper un rire aigu, trop fort pour la pièce. C'est ridicule. N'importe qui aurait pu truquer ça. Elle l'a probablement fait elle-même. Mais Marc ne riait pas. Il a tracé les lettres avec son doigt, le front plissé. Elle a l'air bizarre. J'ai fait glisser la page suivante. Et ici des notes dans les marges. Reconnais-tu l'écriture, Marc? Le souffle de Sophie s'est coupé. Les mots griffonnés étaient petits mais clairs. Vérifier notaire. Marc en backup. Il a levé les yeux vers elle, la confusion se transformant en quelque chose de plus froid. Sophie, balbutia-t-elle. Ce n'est pas la mienne. Elle essaye de me piéger. J'ai de nouveau pioché dans le dossier et j'ai sorti un autre document. Celui-ci estampillé d'un sceau de tribunal. Et ça, j'ai étalé le rapport du détective. Des copies de dossiers judiciaires d'une autre région. Le nom de Sophie ressortait de la page liée à une affaire de fraude impliquant un employeur âgé. Marc l'a arraché le feuilletant avec une horreur croissante. Tu as fait l'objet d'une enquête pour fraude. Ce n'était rien. La voix de Sophie s'est brisée. Des accusations sans fondement, les charges ont été abandonnées. Je t'ai dit que les gens étaient jaloux. Jaloux? Ma voix s'est aiguisée pour la première fois. C'est comme ça que tu appelles ça quand de l'argent disparaît des comptes de vieillards. Quand des signatures qui ne leur appartiennent pas commencent à apparaître, la bouche de Sophie s'est ouverte et fermé ces mots lui manquant. Le visage de Marc était devenu cendré. Il a posé les papiers lentement, comme s'il lui brûlait les mains. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Parce que ce n'était pas important ?» a-t-elle répliqué. « C'était il y a des années, Marc. Ça n'a plus d'importance. Si ça en a-t-il dit platement. Le silence a envahi la pièce. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur constant et implacable. Je me suis penchée en avant, la voix calme. Elle ne se contentait pas de tes cadeaux, Marc. Elle ne se contentait pas de ta loyauté. Elle voulait tout. Ma maison, mes économies, mon nom. Et elle était prête à se frayer un chemin par la fraude. Les yeux de Sophie lançaient des éclairs, mais sous le feu j'ai vu de la peur. Une peur réelle. Marc, ai-je dit doucement, tu as été aveugle, mais tu n'es pas stupide. Regarde-la. Regarde ce qu'elle a fait. Il s'est tourné vers Sophie, cherchant sur son visage la vérité qu'elle avait enfouie sous les diamants et le charme. Pour la première fois, elle n'avait plus de masque à porter. Et à ce moment-là, j'ai su que la boîte avait fait plus qu'exposer ses mensonges. Elle avait fait voler en éclats sa loyauté. Marc s'est adossé à sa chaise. Les papiers du tribunal étaient toujours étalés sur la table comme du verre brisé. Ses jointures étaient blanches là où il agrippait le bord, comme si le bois était la seule chose qui le maintenait ancré. Sophie, en revanche, s'était effondrée, sa voix montant d'un ton à chaque mot, les larmes maculant son mascara entraîné sombre. C'est de la folie, a-t-elle pleuré, s'agrippant au bras de Marc. Tu vas vraiment la croire, elle, après tout ce que j'ai fait pour toi. Elle est jalouse, Marc. Elle l'a toujours été. Elle ne supporte pas que tu m'aimes plus qu'elle. Je suis restée parfaitement immobile, les mains croisées, le regard fixe. L'écharpe était toujours sur le comptoir derrière moi, rêche et bon marché. Mais à cet instant, elle ressemblait à un trophée. La voix de Marc s'est brisée quand il a finalement parlé. « Sophie, ce ne sont pas des mensonges. Ton nom est dessus. Ton écriture est dans les marges. Ces dossiers, ils sont réels. Comment as-tu pu me cacher ça ? Je n'ai rien caché, a-t-elle crié. Ils ont tout déformé. Ces charges ont été abandonnées.
Sais-tu ce que c'est d'être une femme qui travaille dans la finance? Les hommes diront n'importe quoi pour te rabaisser. Son excuse aurait pu fonctionner sur quelqu'un d'autre. Mais pas maintenant. Pas avec les preuves qui lui sautaient au visage. Je me suis penchée en avant, la voix basse tranchante comme du verre. Ce ne sont pas des hommes qui ont falsifié mon nom, Sophie. Ce ne sont pas des hommes qui ont griffonné des notes sur un notaire et sur mon fils comme plan de secours. C'était toi. Uniquement toi. Sophie a frappé du poing sur la table, faisant sursauter les papiers. Tu te crois si maligne, n'est-ce pas? À fouiner dans mes affaires, à déterrer de vieilles saletés, à me faire passer pour une sorte de monstre. J'ai incliné la tête. Monstre? Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est intéressant que ce soit le mot que tu aies choisi. Ses yeux me brûlaient sauvages et frénétiques. Elle s'est retournée vers Marc, s'agrippant de nouveau à lui. Ne la laisse pas faire ça. Elle va nous séparer. Elle est amère. Elle est seule. Elle me déteste parce que j'ai ce qu'elle n'a pas. Assez. Le mot est tombé des lèvres de Marc comme une pierre dans l'eau. Il a fait taire même Sophie. Il m'a regardé alors, le visage contracté, des années de loyauté envers sa femme, se heurtant au poids des preuves. « Maman, dit-il la voix rauque, dis-le-moi franchement. Crois-tu qu'elle essayait de prendre ton argent, de prendre le contrôle de ta vie? Je n'ai pas scellé. Je ne le crois pas seulement. Je le sais. » Sophie a haleté. « Tu ne peux pas... » Silence, a hurlé Marc plus fort cette fois. Ses mains se sont abattues sur les papiers. Tu m'as menti, tu m'as caché ça. Tu m'as utilisé pour t'approcher de ses biens. Et maintenant, sa voix s'est brisée. Maintenant, je ne sais même plus qui tu es. Les larmes de Sophie ont coulé plus vite, mais sa fureur a flambé plus fort. N'ose pas prendre son parti contre le mien après tout ce que je t'ai donné, après avoir été la seule à croire en toi. Je me suis alors levée lente et délibérée, laissant ma chaise gratter le sol. Ma voix a tranché dans la pièce calme et mortelle. Tu lui as donné des diamants, Sophie. Tu lui as donné des rires de l'éclat et toutes les choses que l'argent peut acheter. Et qu'est-ce que tu m'as donné? Des miettes. Une écharpe que tu n'as même pas pris la peine d'emballer correctement. Et maintenant je vois pourquoi. Parce qu'à tes yeux, j'étais déjà partie, déjà effacée. Juste une autre vieille femme que tu pouvais mettre de côté sur ton chemin vers la banque. Le visage de Sophie s'est tordu. Mais elle n'avait pas de réplique prête cette fois. J'ai pris une inspiration. Stable. Marc, je ne te demande pas de choisir entre nous. Les preuves ont déjà choisi. Tout ce que je te demande, c'est d'ouvrir les yeux et de voir qui se tenait à tes côtés pendant tout ce temps. Le silence qui a suivi était épais, étouffant. Les sanglots de Sophie y résonnaient aigus et laids. Marc a pressé ses mains sur son visage, puis les a descendues lentement, comme s'il se débarrassait de la dernière trace de son déni. Quand il a finalement levé les yeux, sa voix était calme, tremblante. « Ashley, est-ce que c'est vrai ?» Et pour la première fois depuis que je la connaissais, Sophie n'avait pas de réponse. Pendant un long moment, la cuisine ne fut que silence. La question de Marc flottait dans l'air comme de la fumée. « Est-ce que c'est vrai ?» La bouche de Sophie s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Aucun mot n'est sorti. Ses yeux allaient de son visage au mien frénétique, désespéré, cherchant une bouée de sauvetage qui n'était pas là. Les mains de Marc se sont crispées en poings. « Mon Dieu !» a-t-il murmuré. « Tout ce temps, tu m'as menti. Tu as menti sur tout. » Sophie s'est jetée en avant, attrapant sa manche. « Non, Marc, écoute, s'il te plaît. C'est ta mère qui déforme les choses. Elle m'a toujours détestée. Tu sais qu'elle a mis ces papiers-là. Elle essaie de nous détruire. » Mais sa voix s'est brisée au milieu, la trahissant. Il a retiré son bras brusquement. « Arrête, arrête, c'est tout. » Sa voix était froide maintenant, dépouillée de toute affection. Je suis restée silencieuse, laissant le silence faire son œuvre. Parfois les coups les plus durs ne viennent pas des cris. Ils viennent de l'immobilité. Marc a rassemblé les papiers avec des mains tremblantes, les empilant en une pile nette, comme si l'ordre pouvait donner un sens au chaos. « Ça va aller à la police », a-t-il dit platement. Le visage de Sophie s'est vidé de sa couleur. « Non, tu ne peux pas, Marc. Si tu fais ça, ça va tout gâcher. Notre réputation, notre avenir, moi. » Il lui a jeté un regard si vif qu'il l'a coupé au milieu de sa phrase. « C'est toi qui as tout gâché. » Ses sanglots ont alors éclaté, désordonnés et bruyants. Elle a de nouveau essayé de l'attraper, mais il a repoussé sa chaise et s'est levé.
Je t'ai fait confiance, dit-il la voix rauque, et tu as fait de moi un imbécile. Il s'est alors tourné vers moi, les yeux lassanteux. Maman, je ne sais même pas quoi dire. J'ai soutenu son regard stable, mais pas méchant. Alors ne dis rien pour l'instant. Les actes parleront plus fort. Il a hoché la tête une fois la mâchoire serrée, puis est sorti en trombe. Les papiers serrés sous son bras. Sophie l'a suivi suppliante, son collier de diamants captant la lumière une dernière fois avant que la porte ne claque. Et d'un coup, la maison était de nouveau silencieuse. Je me suis laissé tomber sur ma chaise, le poids de tout cela m'écrasant, puis se soulevant lentement. Sur le comptoir, l'écharpe était toujours pliée à côté de la bûche intacte. Je l'ai prise, l'ai passée entre mes doigts. Rêche laide, mais ce n'était plus une blessure. Maintenant, c'était un rappel que parfois être sous-estimé est l'arme la plus tranchante de toutes. J'ai plié l'écharpe avec soin et l'ai reposée. Pour la première fois depuis des semaines, ma poitrine ne me faisait pas mal. Quant à moi, j'ai choisi la vérité. Pas les diamants, pas les écharpes, pas le silence. La vérité. Et à la fin, elle a brillé plus fort que n'importe quel collier que Sophie ait jamais porté. Car on peut couvrir les mensonges de paillettes, on peut les emballer dans des rubans rouges. Mais quand la boîte est ouverte, la vérité coupera toujours plus profondément.